Je me suis réveillé le mardi matin à 6h15, au son de quelque chose de lourd qui se déplaçait dans les broussailles, à une trentaine de mètres de la cabane. Je suis resté allongé dans mon sac de couchage, à écouter des branches craquer à un rythme qui ne correspondait à aucun animal que je connaissais. Les ours foncent dans le sous-bois d'une manière bien spécifique et les cerfs se déplacent par au-coups. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était un mouvement délibéré, régulier, qui a contourné le côté nord de la cabane avant de s'estomper en descendant la pente vers le ruisseau. Je me suis habillé et je suis sorti avec mon café et ma bombe anti-ours et j'ai fait le tour du périmètre à la recherche de traces. Le sol était principalement constitué de roches volcaniques et d'un tapis d'aiguilles de pin, ce qui ne retient pas bien les empreintes, mais j'en ai trouvé une, partielle, près de la remise à propane, qui m'a fait m'arrêter net. Elle avait l'air presque humaine, mais mesurait au moins 40 cm de long. Les orteils étaient plus écartés que ceux de n'importe quel être humain, et la profondeur de l'empreinte suggérait quelque chose de bien plus lourd qu'un randonneur. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone, j'ai mesuré l'empreinte avec ma règle de terrain, et je suis resté là, à essayer de me convaincre que c'était une trace d'ours déformée par le sol meuble, même si j'avais vu des centaines de traces d'ours et que celle-ci n'en était pas une. J'ai marqué l'endroit avec du ruban de signalisation et j'ai pris une note dans mon carnet de terrain, mais je ne l'ai pas signalé par radio. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'ai trouvé une empreinte bizarre. Je travaillais dans ces montagnes depuis plus de 10 ans. Et je n'avais jamais rien vu qui me fasse douter de ce qui y avait sa place. Je n'allais pas commencer à passer pour un fou à cause d'une seule trace ambiguë. Le reste de la journée de mardi, je l'ai passé à inspecter la zone incendiée à l'est, ce qui impliquait de grimper jusqu'à environ 1600 mètres d'altitude, là où le feu avait été le plus intense. La végétation y était encore principalement noire. Le sol était couvert de cendres, et le seul vert que je voyais était quelques épilobes précoces qui commençaient à pousser près des zones de suintement. J'ai placé 2 nouveaux pièges photographiques le long des sentiers de gibier et j'ai vérifié les caméras existantes qui étaient en place depuis juin. La plupart des images étaient un peu banales. Des cerfs, quelques ours noirs, un jeune puma, beaucoup de corbeaux. Mais une caméra, positionnée sur une crête surplombant Castle Creek, avait enregistré quelque chose d'étrange. L'horodatage indiquait le 7 septembre à 23h47 et le détecteur de mouvement s'était déclenché pour exactement 4 images. Les 3 premières ne montraient dès que l'obscurité et les arbres, puis la 4e montrait ce qui ressemblait à une épaule massive et une partie d'un bras passant tout près de la caméra. La qualité de l'image était médiocre, car c'était en mode infrarouge de nuit, et le sujet se déplaçait vite, mais l'échelle était anormale. L'épaule se trouvait à au moins 2 mètres du sol. Le bras était épais, couvert de poils sombres, et ne correspondait à aucun animal que je pouvais identifier. Je suis resté là, dans la zone brûlée, mon téléphone à la main, à faire défiler ces 4 images encore et encore, et j'ai senti mon estomac se nouer, car quoi que ce fût, cette chose était là-haut une semaine plus tôt, à surveiller le bassin versant. Je suis redescendu à la cabane vers 4h30. Les ombres s'allongeaient déjà, et je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule, pour des raisons que je ne saurais expliquer. Le silence de la forêt était trop pesant, et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu un seul chant d'oiseau depuis midi, ce qui était inhabituel, même dans une zone incendiée. Quand je suis revenu au poste, j'ai de nouveau inspecté le périmètre de la cabane, et j'ai trouvé 3 autres de ces grandes empreintes près de la berge du ruisseau, à une 50aine de mètres en aval. Celle-ci était plus nette que celle du matin, et il n'y avait aucune erreur possible sur le motif à 5 orteils, la voûte plantaire humanoïde et la taille pure de ce qui les avait laissés. J'ai pris d'autres photos et mesures. J'ai essayé de calculer la longueur de la foulée entre les empreintes, et j'ai obtenu des chiffres qui n'avaient aucun sens.
à moins que quelque chose de 2,50 m ou 2,70 m n'ait marché le long du ruisseau. J'ai pensé à le signaler, mais je ne savais toujours pas ce que j'aurais pu rapporter. Et la partie rationnelle de mon cerveau insistait sur le fait qu'il devait y avoir une explication normale. Peut-être que quelqu'un courait pieds nus pour faire une blague. Peut-être que c'était un ours mal formé. Peut-être que j'interprétais mal ce que je voyais à cause du stress, de l'altitude ou d'une combinaison de facteurs. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, j'ai allumé un feu dans le poêle à bois et je me suis forcé à dîner, même si je n'avais pas faim. Vers 20h30 ce soir-là, j'ai entendu les premiers impacts de pierre. J'étais assis à la petite table en train de rédiger mes notes d'inspection quand quelque chose a heurté le mur nord de la cabane avec assez de force pour faire vibrer les volets. L'impact était sec et lourd, comme si quelqu'un avait jeté une pierre de la taille d'une balle de baseball sur le bâtiment. Je me suis figé, mon stylo à la main, et j'ai écouté. 10 secondes de silence, puis un autre impact sur le mur et... Puis plus rien pendant peut-être 30 secondes, puis 2 impacts en succession rapide sur le toit qui ont fait trembler toute la structure. J'ai attrapé ma lampe frontale et mon arme, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Mais je ne voyais rien d'autre que des arbres. L'obscurité et la faible lueur du feu à travers la vitre. J'ai crié « Y a quelqu'un? Qui est là ?» Et ma voix m'a semblé faible et ridicule, et la forêt l'a avalée sans écho. Aucune réponse. Je suis resté à la fenêtre pendant 5 minutes, rien n'a bougé, puis une autre pierre a percuté la porte assez fort pour que j'entende le bois craquer. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser à des farceurs ou à une coïncidence, et que j'ai commencé à penser aux images du piège photographique, aux empreintes impossibles et à la façon dont la forêt était devenue silencieuse. Je me suis éloigné de la fenêtre, je me suis assis par terre, le dos contre le poêle à bois, j'ai gardé l'arme sur mes genoux et j'ai attendu. Les jets de pierre ont continué à intervalles irréguliers pendant les 2 heures suivantes. Parfois, 5 minutes s'écoulaient entre les impacts, parfois seulement 30 secondes, et le schéma semblait délibéré, comme si quelque chose testait mes réactions ou essayait de me provoquer pour que je sorte. Je ne suis pas sorti. Je suis resté assis là, à compter chaque impact et à noter où il frappait. Mur nord 7 fois, mur et 4 fois, toit 9 fois, porte 3 fois, mur ouest 2 fois. À 22h47, les impacts ont complètement cessé et le silence qui a suivi était pire que le bruit. Je suis resté assis dans ce silence pendant 1 heure de plus, chaque muscle tendu, mon rythme cardiaque élevé, ma respiration trop rapide, et je n'arrêtais pas de me dire que c'était explicable, qu'il y avait une cause rationnelle, que j'étais en sécurité à l'intérieur d'une cabane verrouillée avec des murs, une porte et une arme. Mais rien de tout cela ne me faisait sentir moins effrayé. Vers minuit, j'ai entendu quelque chose de grand se déplacer dans les broussailles du côté nord, j'ai entendu des branches se briser, et ce qui ressemblait à une vocalisation basse, un grognement sourd, qui ne correspondait à aucun animal que je connaissais. Le son était profond, résonnant. Il a vibré à travers les murs de la cabane, et m'a fait mal aux dents. Puis, il s'est arrêté aussi brusquement qu'il avait commencé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis contre le poêle avec mon arme et ma radio. J'ai surveillé les fenêtres et j'ai attendu l'aube comme je n'avais jamais attendu quoi que ce soit de ma vie. Quand la lumière est enfin arrivée à 6h23, je me sentais épuisé et sur les nerfs. Et je n'étais pas sûr de ce que j'avais réellement vécu par rapport à ce que ma peur avait amplifié. J'ai fait du café et j'ai inspecté l'extérieur de la cabane en plein jour. J'ai trouvé 11 pierres, de la taille d'une balle de softball à celle d'un petit melon, éparpillées sur le périmètre.
Plusieurs d'entre elles étaient encore humides, comme si elles avaient été sorties du ruisseau, et certaines avaient de la mousse, ce qui signifiait qu'elles avaient été arrachées du lit du cours d'eau. La porte avait 3 nouvelles bosses dans le bois et l'un des volets était fissuré. J'ai tout photographié et je suis resté là, à regarder les preuves, et je savais que je devrais appeler des renforts par radio, mais je ne pouvais toujours pas m'y résoudre. Qu'est-ce que j'aurais dit? Quelque chose à jeter des pierres sur ma cabane toute la nuit? J'aurais eu l'air paranoïaque ou incompétent, ou les deux, et j'avais travaillé trop dur pour bâtir ma réputation dans ce district, pour la jeter en l'air pour ce qui pourrait encore avoir une explication rationnelle que je n'avais pas envisagée. Le mercredi matin, j'ai pris la décision de continuer le travail d'inspection, mais de garder la radio à ma ceinture et de rester à portée de vue de la cabane autant que possible. J'ai passé la matinée à documenter les schémas d'érosion le long du ruisseau. Je gardais ma bombe anti-ours à la main au lieu de l'avoir à la ceinture, et je sursautais au moindre bruit. La forêt était toujours trop silencieuse. J'ai remarqué que les écureuils, qui jacassaient habituellement dans les pins, étaient absents. Et je n'ai vu aucun oiseau, à l'exception d'un seul corbeau, qui a tournoyé au-dessus de ma tête pendant une dizaine de minutes avant de disparaître vers l'ouest. Vers 11 heures, j'ai trouvé un jeune arbre qui avait été cassé à environ 2,50 m de hauteur et tordu jusqu'à ce que les fibres soient déchiquetées, la partie supérieure étant complètement repliée et coincée dans les branches d'un arbre voisin. La cassure était fraîche, datant peut-être de la nuit précédente, et la force requise pour briser un jeune arbre de 10 cm de diamètre à cette hauteur était considérable. J'ai touché le bois éclaté. Il était encore collant de sève. J'ai regardé la forêt environnante et je me suis senti observé d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Je suis monté pour vérifier un autre piège photographique vers 13 heures et j'ai découvert que la caméra avait été arrachée de l'arbre sur lequel elle était fixée et jetée à environ 5 mètres en contrebas. Le boîtier était fissuré, la carte SD manquait et la sangle avait été complètement déchirée. Il n'y avait pas de marque de griffes, ce qui excluait les ours qui déchiquettent généralement les caméras avec leurs griffes quand ils les examinent. On aurait dit que quelque chose l'avait saisie avec des mains et l'avait délibérément détruite. J'ai ramassé la caméra cassée et j'ai fait un tour lent sur moi-même, scrutant la lisière des arbres. Je n'ai rien vu, mais je pouvais sentir que quelque chose était là. De la même manière qu'on peut sentir un inconnu vous fixer dans le dos, dans une pièce bondée. J'ai commencé à redescendre vers la cabane plus vite que prévu, en regardant constamment par-dessus mon épaule. Et je suis rentré à 2h15, le cœur battant et les mains tremblantes. Cet après-midi-là, assis dans la cabane, j'ai sérieusement envisagé de tout remballer et de partir. Mon inspection n'était pas terminée, mais j'avais assez de données pour justifier un retour anticipé. Je pouvais déposer un rapport préliminaire et revenir avec un partenaire pour finir l'évaluation. La chose intelligente aurait été de partir. La chose sûre aurait été de partir. Mais je n'avais jamais abandonné une mission auparavant, et une part têtue de moi ne pouvait accepter d'être chassée par quelque chose que je n'avais même pas vu clairement. Je me suis dit que je resterais une nuit de plus, et que si quoi que ce soit d'autre se produisait, je le signalerais et demanderais une extraction. J'ai préparé le dîner, j'ai renforcé la porte avec une chaise calée sous la poignée. J'ai vérifié mon arme et mon chargeur de rechange, et j'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque, que la nuit de mercredi serait calme, et que le jeudi matin, je rirais de la peur que j'avais eue à cause d'un ours territorial ou d'une coïncidence flippante. La nuit de mercredi n'a pas été calme. Le premier son est venu à 21h33, et c'était comme rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant. Ça a commencé comme un gémissement plaintif et grave, qui a monté en ton et en volume jusqu'à devenir un hurlement qui a résonné à travers le bassin versant,
et a fait se dresser tous les poils de mon corps. Le cri a duré peut-être 8 secondes. Il venait de quelque part en amont, au nord, et il semblait énorme, furieux et anormal. Je me tenais au milieu de la cabane, l'arme au poing, tout mon corps rigide, et j'attendais que le son revienne, mais il n'est pas revenu. 5 minutes sont passées, puis j'ai entendu des coups dans le bois. 3 impacts secs, comme si quelqu'un frappait un tronc d'arbre avec une batte de baseball. Pause. 2 autres impacts. Pause. Un impact. Les coups venaient du côté est, et une réponse est venue presque immédiatement du côté ouest, avec un rythme différent. Ils se sont répondus ainsi, ces sons percussifs et délibérés qui ressemblaient à une communication. Et j'ai réalisé avec une certitude absolue qu'il y en avait plus d'un là-dehors. J'ai attrapé ma radio, j'ai appuyé sur le bouton du micro et j'ai essayé de joindre la station de McLeod. Mais je n'ai eu que des grésillements. J'ai réessayé 3 fois avec le même résultat. J'ai vérifié les réglages de la radio. Tout semblait correct, mais le signal ne passait pas. J'ai commuté sur le canal d'urgence et j'ai réessayé. McLeod, ici Castillo, à la station de Castle Creek, demande assistance immédiate. À vous. Rien que de la friture. Quelqu'un sur cette fréquence. Ici un employé du service des forêts demandant une assistance d'urgence à la station de recherche de Castle Creek. À vous. De la friture. La radio fonctionnait parfaitement quand je l'avais testée ce matin-là et maintenant elle était inutile. Et je ne savais pas si c'était dû à des interférences atmosphériques, à une panne matérielle ou à autre chose. J'ai posé la radio, j'ai pris le téléphone satellite, je l'ai allumé et j'ai attendu qu'il capte un signal. L'écran affichait « Recherche en cours » et il a tourné en boucle pendant 2 minutes complètes avant d'afficher « Aucun signal disponible », ce qui aurait dû être impossible car les téléphones satellites ne se soucient pas du terrain ou de la météo de la même manière que les portables ordinaires. J'ai réessayé avec le même résultat et j'ai senti la panique commencer à monter dans ma poitrine parce que j'étais à 22 km de la route la plus proche, sans aucun moyen de communication fonctionnel, et quelque chose tournait autour de la cabane dans le noir. Les secousses d'arbres ont commencé à 22h11. Un pin à une vingtaine de mètres de la fenêtre a commencé à se balancer violemment d'avant en arrière, comme s'il était pris dans un ouragan, bien qu'il n'y ait pas de vent et que les autres arbres autour soient parfaitement immobiles. Le balancement a continué pendant peut-être 30 secondes, puis s'est arrêté brusquement, et un autre arbre du côté nord a commencé le même mouvement violent. Quoi que ce soit qui faisait ça était assez fort pour secouer un pin de 12 mètres, au point que je pouvais entendre les branches s'agiter et le tronc craquer. Les secousses se sont déplacées autour de la cabane en un cercle approximatif. Arbre est, arbre nord, arbre ouest, arbre sud, retour à l'est. Chaque arbre était secoué pendant 20 à 40 secondes, puis redevenait immobile, et l'arbre suivant commençait. C'était une démonstration de force, et c'était absolument terrifiant, parce que je savais qu'aucun humain ne pouvait faire ce que je voyais, et qu'aucun ours n'avait de raison de se comporter ainsi. Je me suis éloigné des fenêtres, et je me suis assis dans le coin le plus éloigné de la porte, mon arme sur les genoux, en essayant de garder ma respiration stable. Les secousses d'arbres ont continué pendant encore 10 minutes, puis ont cessé, et j'ai entendu des pas. Des pas lourds et bipèdes qui crissaient sur les débris forestiers, dans un rythme à 2 temps qui tournait autour de la cabane. Les pas étaient lents et délibérés, ils n'essayaient pas d'être silencieux. Et je pouvais suivre le mouvement par le son alors que la créature marchait autour du bâtiment. Côté nord, côté est, côté sud, côté ouest, retour au nord. Le cercle se resserrait à chaque passage et les pas se rapprochaient jusqu'à être juste à l'extérieur des murs. Et je pouvais entendre une respiration, des inspirations profondes, rauques, presque humides,
qui semblait vibrer à travers le bois. Je suis resté absolument figé dans ce coin, j'ai regardé les fenêtres et j'ai prié pour que la porte tienne. À 22h58, quelque chose a percuté le mur sud assez fort pour faire tomber de la poussière des chevrons. J'ai entendu le bois éclater et j'ai cru que le mur allait s'effondrer, mais il a tenu. Un autre impact massif sur le mur et... Puis, le silence. J'ai attendu. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, puis je l'ai entendu à la porte, un bruit de reniflement bas suivi de ce que je ne peux décrire que comme un grognement de frustration. La poignée de la porte a cliqueté. Le pêne dormant a tenu, mais la porte a fléchi vers l'intérieur, contre la chaise que j'avais calée sous la poignée, et j'ai entendu le cadre gémir. J'ai levé mon arme, j'ai visé le centre de la porte, et j'ai essayé de me souvenir de chaque parcelle de formation au tir que j'avais reçue. La porte a de nouveau tremblé, puis est redevenue immobile, et j'ai entendu ses pas lourds s'éloigner en direction du ruisseau. Je suis resté dans ce coin jusqu'à l'aube, sans bouger, sans dormir, et j'ai écouté chaque son que la forêt faisait. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un autre de ces hurlements, de beaucoup plus loin, peut-être à 1 kilomètre en amont, et il a été répondu par un hurlement différent de l'ouest qui semblait légèrement plus aigu. Ils se parlaient. Ils savaient que j'étais là. Ils avaient passé la nuit à essayer d'entrer et ils avaient échoué. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils avaient fini. Le jeudi matin est arrivé, froid et gris, avec du brouillard s'installant dans le bassin versant. Et j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. J'étais épuisé et terrifié. Et je savais que je ne pouvais pas rester une nuit de plus. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas partir sans avoir une sorte de preuve. Car sans preuve, personne ne croirait ce qui s'était passé et on me cataloguerait comme instable ou incompétent. J'ai vérifié mon équipement et j'ai constaté que la batterie de mon téléphone était à 12%, même si je l'avais complètement chargée la veille et que je ne l'avais pas utilisée. Je l'ai branché sur ma batterie externe, qui indiquait une charge complète, mais le téléphone ne se chargeait pas. J'ai essayé un autre câble avec le même résultat. Les deux appareils fonctionnaient, mais ne se connectaient pas, et la batterie du téléphone continuait de se vider même lorsque je l'éteignais complètement. Ma lampe frontale de rechange ne s'allumait pas, même avec des piles neuves. La lanterne LED que j'avais apportée a vacillé et s'est éteinte après 30 secondes. C'était comme si chaque appareil électronique que j'avais tombait en panne simultanément, et je ne croyais plus aux coïncidences. J'ai décidé de charger tout ce dont j'avais absolument besoin dans mon pick-up et de partir. Mais je voulais d'abord obtenir une photo nette, quelque chose d'indéniable qui justifierait tout ce que je rapportais. J'ai attrapé mon appareil photoreflex, qui était le seul appareil électronique qui semblait encore fonctionner normalement, et j'ai commencé une inspection minutieuse du périmètre en plein jour, à la recherche de traces ou de preuves physiques. J'ai trouvé des traces partout, des dizaines dans le sol meuble près du ruisseau, chaque empreinte montrant le même motif humanoïde à 5 orteils, chacune mesurant au moins 38 cm de long. Les empreintes montraient une longueur de foulée d'1,50 m à 1,80 m, ce qui confirmait quelque chose de massif et de bipède. J'ai tout photographié, j'ai mesuré et documenté, et je gardais ma bombe anti-ours dans ma main gauche pendant que je travaillais. À 9h47, j'ai entendu du mouvement dans les broussailles en amont. J'ai levé les yeux et je l'ai vu clairement pour la première fois. Il se tenait partiellement derrière un chicot brûlé à environ 70 mètres et me regardait droit dans les yeux. Je ne pouvais pas distinguer les détails à cause de la distance et du brouillard, mais je pouvais voir la silhouette. Facilement 2,50 m de haut, massivement large d'épaules et de poitrine, des bras qui pendaient plus bas que ses genoux, couverts de poils bruns foncés ou noirs,
et il m'observait, sans aucun doute. J'ai levé mon appareil photo, je l'ai porté à mon œil. J'ai cadré la photo et j'ai appuyé sur le déclencheur. Rien ne s'est passé. J'ai vérifié l'appareil, l'indicateur de batterie montrait qu'elle était vide, alors que je l'avais chargée la veille. J'ai relevé les yeux et la silhouette avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté là, tremblant, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, parce que je l'avais enfin vu clairement. J'avais eu la photo parfaite, et mon équipement était tombé en panne au moment exact où j'en avais le plus besoin. Je suis retourné à la cabane, j'ai jeté mon matériel dans mon sac, et j'ai arrêté de penser à terminer l'inspection, à suivre le protocole ou à maintenir ma réputation professionnelle. Je voulais juste partir. J'ai tout chargé à l'arrière de mon pick-up, je me suis mis au volant, j'ai tourné la clé et le moteur a toussé faiblement avant de caler. J'ai réessayé. Même résultat. La batterie était morte alors que le véhicule n'avait que 2 ans et que je l'avais conduit jusqu'ici 3 jours plus tôt sans aucun problème. J'ai ouvert le capot, j'ai vérifié les connexions. Tout semblait normal. Mais le pick-up ne démarrait pas. J'étais à 22 km de la route la plus proche, sans véhicule, sans radio fonctionnelle, sans téléphone fonctionnel, et avec quelque chose dans la forêt qui mesurait au moins 2,50 m et qui avait passé les 2 dernières nuits à essayer d'entrer dans ma cabane. Je me suis assis dans la cabine du pick-up, j'ai essayé de ne pas hyperventiler et de réfléchir logiquement à mes options. Je pouvais partir à pied, mais cela signifiait marcher à travers un territoire où ces choses étaient actives, et je serais complètement exposé pendant des heures. Je pouvais rester à la cabane et espérer que quelqu'un vienne me chercher quand je manquerais mon appel de contrôle, mais ce n'était pas avant vendredi soir, et je ne savais pas si je pouvais survivre encore 2 nuits. Je pouvais essayer de faire signe à un randonneur de passage, mais je n'avais pas vu une autre personne depuis 3 jours, et ce n'était pas une zone très fréquentée. Chaque option semblait terrible. J'ai décidé de rester à la cabane, de la fortifier autant que possible et d'essayer de survivre jusqu'à ce que mon absence de communication déclenche une intervention. J'ai déchargé mon équipement et j'ai traîné tous les objets lourds que j'ai pu trouver devant la porte. La table, les 2 chaises, une étagère, des bouteilles de propane de rechange. J'ai vérifié les fenêtres et j'ai constaté que 2 d'entre elles avaient des cadres lâches. Alors je les ai clouées avec des planches que j'ai arrachées de l'arrière-salle. J'ai fait l'inventaire de mes provisions. 3 jours de nourriture. Si je rationnais, beaucoup d'eau, un demi-réservoir de combustible pour le poêle, 15 cartouches pour le Glock, une bombe anti-ours. Ce n'était pas assez, mais c'était tout ce que j'avais. L'après-midi du jeudi s'est écoulé dans une lenteur terrible. Je suis resté assis dans la cabane. J'ai surveillé les fenêtres. J'ai écouté la forêt et j'ai essayé de rester calme. Vers 14 heures, j'ai entendu quelque chose marcher le long de la berge du ruisseau. J'ai regardé dehors et j'ai vu un ours noir, un jeune mâle d'environ 90 kilos qui descendait le courant à un trot rapide, comme si quelque chose le poursuivait. L'ours poussait des grognements paniqués. Il n'a jamais regardé en arrière et a disparu dans les arbres, en courant à toute vitesse. Si les ours fuyaient cette zone, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui s'y trouvait d'autre. Le soleil s'est couché à 18h52 et j'ai allumé un feu dans le poêle, même s'il ne faisait pas encore froid, parce que je voulais de la lumière, de la chaleur et quelque chose de normal, sur quoi me concentrer. J'ai mangé un repas lyophilisé qui avait un goût de carton, et j'ai essayé de ne pas penser à la nuit à venir. À 19h15, j'ai entendu le premier coup dans le bois depuis la crête au-dessus de la cabane, et il a été répondu par un coup depuis le bassin versant en contrebas. Il m'encadrait à nouveau. Les coups ont continué sur ce schéma pendant 20 minutes, puis ont cessé, et j'ai attendu la suite. La suite, ce fut l'odeur. À 20h04,
j'ai commencé à remarquer une odeur qui s'infiltrait dans la cabane, même si toutes les fenêtres étaient fermées et la porte barricadée. Ça sentait le chien mouillé, la viande pourrie et le musc, et c'était si fort que ça me faisait pleurer les yeux. L'odeur s'est épaissie au fil des minutes, jusqu'à ce que j'aie l'impression de pouvoir la goûter, et je devais respirer par la bouche pour ne pas avoir la nausée. Quoi que ce soit qui produisait cette odeur était proche, très proche, et restait près de la cabane. J'ai entendu des pas du côté nord, l'odeur s'est intensifiée, et j'ai entendu ce bruit de respiration rauque juste à l'extérieur du mur. C'était à moins de 2 mètres, avec seulement une couche de bois entre nous. Je suis resté parfaitement immobile et je l'ai écouté respirer. Je pouvais l'entendre changer de poids et j'entendais ce qui ressemblait à un reniflement, comme s'il essayait de me sentir de la même manière que je le sentais. La respiration a continué pendant 5 minutes complètes, puis je l'ai entendu bouger à nouveau, marchant lentement autour du côté est vers l'arrière de la cabane. J'ai suivi le son des pas et j'ai réalisé qu'il se dirigeait vers l'arrière-salle, où j'avais laissé la fenêtre partiellement ouverte, parce que le cadre était déformé et que je n'avais pas pu la fermer complètement. J'ai entendu le volet de la fenêtre grincer, et j'ai réalisé avec une horreur absolue qu'il essayait d'entrer par l'arrière. J'ai attrapé mon arme, je me suis déplacé vers l'embrasure de la porte, entre la pièce principale et l'arrière-salle. J'ai visé la fenêtre et j'ai attendu. Le volet s'est ouvert davantage, et j'ai pu voir une forme sombre et massive à travers l'ouverture, et j'ai pu voir ce qui ressemblait à des doigts, de vrais doigts avec des ongles, agrippant le cadre de la fenêtre. La fenêtre a glissé vers le haut avec un bruit de grincement. L'odeur est devenue insupportable et j'ai vu le haut d'une tête commencer à émerger par l'ouverture. Des cheveux sombres, un crâne large. Puis la chose s'est arrêtée et a émis un son qui était mi-grognement, mi-grondement. Elle était coincée. Le cadre de la fenêtre était trop petit pour ses épaules. Je suis resté là, mon arme pointée, le doigt sur la détente, et je l'ai regardé se débattre pour se forcer à passer par l'ouverture. Le cadre en bois a commencé à craquer, et je savais que dans quelques secondes, il élargirait suffisamment l'ouverture pour entrer. J'ai tiré un coup dans le plafond au-dessus de la fenêtre. Le son était assourdissant dans le petit espace, mes oreilles ont sifflé, et la chose à la fenêtre a poussé un son semblable à un rugissement et s'est retirée du cadre. Si vite que j'ai à peine enregistré le mouvement. Je l'ai entendu tomber au sol à l'extérieur, et je l'ai entendu courir, vraiment courir, s'éloignant de la cabane vers la crête. J'ai couru dans la pièce principale. J'ai poussé plus de meubles contre la porte, je suis retourné et j'ai calé le matelas du lit contre la fenêtre où elle avait essayé d'entrer. Et je suis resté là, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir l'arme. Il me restait 14 cartouches et je venais d'en utiliser une pour effrayer quelque chose qui pouvait déchirer un cadre de fenêtre comme si c'était du carton. La cabane n'était pas sûre. Rien n'était sûr. J'étais seul dans les bois avec des créatures assez intelligentes pour tester différents points d'entrée et assez fortes pour s'introduire dans n'importe quelle structure que je pouvais barricader. Je me suis assis par terre et j'ai essayé de penser clairement. Mais tout ce que je pouvais penser, c'est que j'allais mourir ici, que personne ne trouverait mon corps avant qu'il ne soit trop tard, et que personne ne saurait jamais ce qui s'était réellement passé. Le reste de la nuit du jeudi fut un chaos. Les créatures, et j'étais certain maintenant qu'il y en avait au moins 2, ont tourné autour de la cabane, ont jeté des pierres, ont secoué des arbres et ont frappé contre les murs. À 23h27, quelque chose a heurté le toit si fort que j'ai cru que toute la structure allait s'effondrer. Mais elle a tenu. Je les ai entendus sur le toit de la cabane. J'ai entendu les planches du toit craquer sous leur poids. Je les ai entendus se déplacer là-haut comme si elles testaient la construction.
L'une d'elles a trouvé le tuyau de poêle. J'ai entendu du métal racler. Puis le tuyau s'est déconnecté et s'est écrasé dans le poêle. Et la fumée a commencé à remplir la cabane. J'ai dû ouvrir brièvement la porte pour évacuer la fumée, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu l'une d'elles se précipiter vers la porte depuis le côté gauche. J'ai claqué la porte juste au moment où quelque chose de massif la heurtait de l'extérieur. Le pêne dormant a tenu, mais le cadre s'est fissuré et a bougé de 5 cm vers l'intérieur. J'ai calé tout ce que j'avais contre la porte. Je suis resté là et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne perce. À 1h43 du matin, elles se sont arrêtées. Les bruits ont complètement cessé, l'odeur s'est dissipée et je me suis retrouvé debout dans une cabane enfumée, mon arme à la main, sans aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, rien. Je ne leur faisais pas confiance, mais je n'avais pas d'autre choix que d'attendre le jour et d'espérer survivre jusque-là. Le vendredi matin est arrivé avec de fortes pluies, et je n'avais jamais été aussi reconnaissant pour la météo de ma vie, car la pluie pourrait les chasser ou au moins les ralentir. J'ai vérifié mes provisions et j'ai réalisé qu'il me restait une journée de nourriture et que je n'avais aucun moyen de la cuisiner avec le tuyau de poêle détruit. Mon eau était bonne pour 2 jours de plus. Ma radio et mon téléphone étaient toujours morts. Mon pick-up était toujours mort. J'étais piégé et je savais que je devais prendre une décision. Rester dans la cabane endommagée et espérer que les secours arrivent, ou essayer de partir à pied en plein jour et espérer pouvoir me déplacer plus vite que ce qui me chassait. J'ai choisi de rester. Partir à pied signifiait 22 km d'exposition à travers une forêt où ces choses vivaient et connaissaient le terrain mieux que moi. Au moins, la cabane offrait des murs et une porte, même s'ils étaient tous les deux endommagés. J'ai passé la matinée du vendredi à renforcer la porte avec des planches et de la corde et à essayer de reconnecter le tuyau de poêle, ce que j'ai réussi à faire suffisamment pour pouvoir au moins évacuer la fumée à l'extérieur. La pluie a continué, régulière et froide, et je n'ai entendu aucun bruit de l'extérieur, ce qui m'a donné l'espoir qu'elle s'était peut-être mise à l'abri ou avait perdu tout intérêt. Le vendredi après-midi, la pluie s'est arrêtée, la température a chuté, et j'ai réalisé que je faisais face à une autre nuit. J'ai rationné ma dernière nourriture, j'ai bu de l'eau, j'ai vérifié mon arme pour la 100e fois, et j'ai essayé de rester calme. Le soleil se couchait à 18h49, et j'ai regardé la lumière mourir à travers les volets endommagés, sentant l'angoisse s'installer dans mes os. C'était la 4e nuit. Je ne savais pas si j'en verrais une 5e. Les bruits ont commencé plus tôt que les nuits précédentes. À 19h22, j'ai entendu des pas s'approcher depuis le ruisseau. J'ai entendu cette respiration rauque et j'ai senti cette odeur affreuse. Elles étaient de retour. Les pas ont lentement tourné autour de la cabane. Je les ai suivis par le son et j'ai réalisé qu'il y avait bien 2 séries de pas distinctes, 2 poids différents, 2 allures différentes. L'une était plus lourde et plus lente, l'autre plus rapide et semblait plus agressive. Elles se coordonnaient d'une manière ou d'une autre, se déplaçant selon des schémas qui m'enfermaient. À 20h15, j'ai fait une erreur. Je suis allé à la fenêtre pour regarder dehors et voir si je pouvais les apercevoir dans le crépuscule. Et quelque chose a frappé le volet si fort qu'il a explosé vers l'intérieur, me couvrant d'éclats de bois. Je suis tombé en arrière, atterrissant sur mon épaule, et la douleur a parcouru mon bras. Je me suis éloigné de la fenêtre en rampant. À travers le volet cassé, j'ai pu voir une main, une vraie main, qui passait par l'ouverture, les doigts tendus, cherchant une prise. La main était massive, peut-être 35 cm de long, couverte de poils sombres sur le dos avec une paume coriace, et les doigts bougeaient avec une intention délibérée.
essayant de trouver une prise sur le cadre de la fenêtre. J'ai levé mon arme, j'ai visé la main et j'ai failli tirer, mais quelque chose m'a arrêté. Si j'en tuais une, est-ce que l'autre mettrait la cabane en pièces pour m'atteindre? Je n'ai pas tiré. J'ai regardé la main tâtonner pendant 5 secondes, puis se retirer, et j'ai entendu une vocalisation frustrée à l'extérieur, comme un grognement de colère mêlé à ce qui ressemblait presque à un langage. Je me suis reculé dans le coin et j'y suis resté, les écoutant tourner, et je savais que la fin approchait, car la cabane s'effondrait, je manquais de munitions. Je n'avais pas dormi depuis des jours et je ne pouvais plus penser clairement. À 21h04, elles ont commencé à frapper les murs à l'unisson, des impacts coordonnés qui faisaient trembler toute la structure. Mur nord, mur sud, muret, mur ouest, boum, 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 comme des tambours. Le rythme était précis et la force incroyable. Je sentais le sol vibrer sous moi. Elles ont frappé les murs pendant 10 minutes sans s'arrêter. Puis elles se sont arrêtées et je les ai entendues de nouveau sur le toit, les deux cette fois. Et j'ai entendu les planches craquer. J'ai attrapé mon sac, j'ai attrapé mon arme et j'ai décidé que si le toit s'effondrait, je courais vers mon pick-up, je m'enfermerais à l'intérieur et j'espérerais que la coque métallique me protégerait mieux que la cabane. J'ai attendu. Les bruits sur le toit ont continué. Je les ai entendus essayer d'arracher les planches. J'ai entendu le bois éclater. J'ai entendu l'une d'elles rugir de frustration. Puis, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. L'une d'elles a parlé. Pas des mots que je pouvais comprendre, mais une vocalisation délibérée qui avait une structure et un rythme, comme un langage. Le son venait du toit, et il a été répondu par une vocalisation depuis le sol du côté est. Et elles ont échangé ainsi 3 fois dans ce qui ressemblait à une conversation. Je suis resté là et j'ai réalisé que ces choses n'étaient pas seulement des animaux, c'était autre chose. Quelque chose qui pouvait planifier, communiquer et résoudre des problèmes. À 21h47, les planches du toit ont cédé dans le coin nord-ouest. J'ai vu une section s'effondrer vers l'intérieur. J'ai vu le ciel nocturne et j'ai vu un visage me regarder à travers l'ouverture. Le visage était large et plat, avec une arcade sourcilière proéminente, des yeux qui renvoyaient la lumière comme ceux d'un animal, une bouche pleine de dents, et des poils couvrant tout sauf le visage lui-même. Il m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme une malice intelligente. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant peut-être 2 secondes, puis le visage a disparu. J'ai entendu du bruit sur le toit et j'ai su qu'il était sur le point de sauter par le trou. J'ai couru. J'ai ouvert la porte en grand. J'ai renversé la barricade. Je suis sorti en trombe dans la nuit froide et j'ai couru vers mon pick-up à 15 mètres de là. J'ai entendu quelque chose heurter le sol derrière moi avec un bruit sourd et humide. Je l'ai entendu venir après moi et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai atteint le pick-up, j'ai ouvert la portière, je me suis jeté à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage. J'ai claqué la portière et quelque chose a heurté le pick-up si fort que tout le véhicule a tangué sur ses suspensions. J'ai levé les yeux et je l'ai vu, debout à côté de la vitre du conducteur. Il mesurait au moins 2,60 m, peut-être 2,70 m, massivement bâti au niveau de la poitrine et des épaules, des bras qui lui arrivaient aux genoux, des jambes comme des troncs d'arbres, couvert de la tête aux pieds de poils brun-roux foncé, sauf sur le visage, les paumes et la plante des pieds. Et il me regardait à travers la vitre avec ses yeux réfléchissants. Et je pouvais voir sa buée se former sur la vitre. Il a levé une main et a posé sa paume à plat contre la vitre. J'ai fixé cette main. Je pouvais voir les lignes de la paume, les poils sur les articulations et les ongles qui étaient épais et sombres. Il a appuyé contre la vitre comme s'il testait la barrière.
La vitre a légèrement fléchi vers l'intérieur et j'ai réalisé que s'il le voulait, il pourrait la briser d'un coup de poing. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste resté là à me regarder. Et je suis resté assis là à le regarder, et nous sommes restés comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Puis il a reculé, il a tourné la tête, et il a de nouveau fait cette vocalisation. J'ai entendu une réponse venant de la zone de la cabane, et j'ai vu une deuxième silhouette émerger de l'ombre près de la remise à propane. La seconde était légèrement plus petite, peut-être 2,30 m, avec des poils plus foncés, presque noirs, et elle se déplaçait avec une démarche différente qui suggérait qu'il s'agissait peut-être d'une femelle, bien que je n'ai aucun moyen d'en être sûr. Ils sont restés là tous les deux dans les faisceaux de mes phares, que j'avais laissés allumés. Ils se sont regardés, ils ont regardé le pick-up. Puis le plus grand a poussé un son qui était mi-rugissement, mi-hurlement, et ils se sont tous les deux dirigés vers le pick-up en même temps. J'ai attrapé mon arme, j'ai chambré une cartouche et j'ai visé le pare-brise, prêt à tirer à travers la vitre s'ils essayaient de s'introduire. Mais ils n'ont pas attaqué le pick-up. Au lieu de cela, ils ont saisi le pare-choc avant et ils ont soulevé. L'avant du pick-up s'est soulevé du sol. J'ai senti le véhicule basculer en arrière. Je glissais sur la banquette vers l'arrière et j'ai réalisé qu'ils essayaient de retourner le pick-up entier. Je me suis calé contre le volant, le pick-up s'est incliné à peut-être 30 degrés, puis 40. J'ai cru que j'allais basculer en arrière. Et puis ils l'ont lâché. L'avant a percuté le sol et a rebondi. Ma tête a heurté le plafond. J'ai vu des étoiles. Et quand ma vision s'est éclaircie, le plus grand avait son visage pressé contre la vitre du côté conducteur, me fixant à quelques centimètres de distance. Sa buée se formait sur la vitre en nuages rythmiques. Je pouvais voir ses dents individuellement. Je pouvais voir l'intelligence dans ses yeux. Et je savais qu'il comprenait exactement ce qu'il faisait. Il me montrait qu'il pouvait me tuer quand il le voulait, mais qu'il choisissait de ne pas le faire. Il jouait avec moi. Le plus petit s'est déplacé du côté passager et a fait la même chose, le visage pressé contre la vitre, les yeux rivés sur moi, et j'étais piégé entre eux, sans nulle part où aller. Ils sont restés comme ça pendant 5 minutes, puis ils ont tous les deux reculé simultanément, se sont retournés et se sont éloignés en direction de la crête, juste comme ça. Ils ont disparu dans les arbres, et je suis resté assis dans mon pick-up, tremblant si fort que mes dents claquaient. Je suis resté là pendant 26 minutes, effrayé de bouger, puis j'ai vu des lampes de poche au loin, descendant la route forestière depuis le nord. Quelqu'un arrivait. Les secours arrivaient. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter. Les lampes de poche appartenaient à une équipe de recherche et de sauvetage du district de McLeod. J'avais manqué mon appel de contrôle du vendredi soir. Ils avaient lancé une intervention et étaient venus à la station pour voir ce qui se passait. Ils étaient 4, 2 gardes forestiers et 2 bénévoles de recherche et sauvetage. Ils m'ont trouvé dans mon pick-up. Ils ont dit que j'avais l'air d'avoir vécu un enfer et ils m'ont demandé ce qui s'était passé. J'ai essayé d'expliquer, mais les mots ne sortaient pas correctement. Je n'arrêtais pas de dire « ils étaient là » et « vous devez me croire » et « regardez la cabane ». Ils ont regardé la cabane, ils ont vu les dégâts, ils ont vu les traces, ils ont vu la fenêtre cassée et la section de toit effondrée, et ils ont échangé des regards que je ne pouvais pas déchiffrer. Ils m'ont fait sortir du pick-up, m'ont donné de l'eau et une couverture de survie, m'ont demandé si j'étais blessé et j'ai dit non. Mais je n'étais pas sûr que ce soit vrai, car je me sentais brisé d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ils m'ont demandé si j'avais vu qui avait vandalisé la cabane. J'ai dit que ce n'était pas du vandalisme, et j'ai essayé de décrire
ce que j'avais vu, et j'ai vu leur visage passer de l'inquiétude au scepticisme. L'un des gardes, un type nommé Patterson avec qui j'avais déjà travaillé, a sorti un appareil photo et a commencé à documenter les dégâts. Il a mesuré certaines des traces et les a photographiées, mais je voyais bien à son langage corporel qu'il classait déjà l'affaire comme quelque chose d'explicable. Ils m'ont ramené dans leur véhicule. Mon pick-up est resté à la station. Ils ont dit qu'ils enverraient un mécanicien pour le vérifier, mais je savais qu'ils ne trouveraient rien d'anormal. Car il n'y avait rien d'anormal, sauf qu'il avait été là. Ils m'ont emmené au poste des gardes forestiers de McLeod. Ils ont appelé mon superviseur et un ambulancier qui a vérifié mes constantes vitales et a dit que j'étais déshydraté et épuisé, mais physiquement en bonne santé. Ils m'ont demandé si je voulais déposer un rapport. J'ai dit oui et je me suis assis avec Patterson. Je lui ai tout raconté, de la première empreinte aux créatures qui ont retourné mon pick-up. Et il a tout noté, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Patterson a dit qu'ils enquêteraient sur la cabane et ses environs, qu'ils chercheraient des preuves d'ours, de vandalisme ou de tout ce qui avait causé les troubles, mais il l'a dit très prudemment, d'une manière qui montrait clairement qu'il pensait que j'avais eu une sorte de dépression nerveuse. Il m'a demandé si j'avais pris des médicaments ou si j'avais été soumis à un stress inhabituel. J'ai dit non et je lui ai demandé de simplement regarder les preuves et de se faire sa propre opinion. Il a dit qu'il le ferait, mais son ton disait qu'il avait déjà pris sa décision. Ils m'ont ramené à mon appartement à McLeod à 3 heures du matin le samedi 16 septembre. J'ai pris une douche qui a duré 1 heure et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'odeur dans mon nez, même si elle n'était plus réellement là. J'ai dormi 16 heures d'affilée et quand je me suis réveillé, j'ai vérifié mon téléphone qui avait mystérieusement recommencé à fonctionner et j'ai trouvé des appels manqués de mon superviseur. Je l'ai rappelé et il a dit qu'il voulait me voir dans son bureau le lundi matin et je savais ce que cela signifiait. Le lundi matin, j'ai rencontré mon superviseur, le garde forestier du district et une femme des ressources humaines. Ils m'ont demandé de leur raconter à nouveau l'incident, ce que j'ai fait. Ils ont hoché la tête et pris des notes. Et quand j'ai eu fini, ils ont dit qu'ils me mettaient en congé administratif payé en attendant une enquête et une évaluation médicale. Ils l'ont dit très gentiment et ont souligné que c'était la procédure standard et non une punition. Mais je savais ce que c'était vraiment. Ils pensaient que j'avais craqué. Ils pensaient que j'avais eu une sorte de dépression nerveuse et que j'avais imaginé toute l'affaire ou exagéré une rencontre avec un ours. L'enquête a duré 3 semaines et je n'ai pas été autorisé à y participer. Ils ont examiné la cabane, ils ont examiné les traces et ils ont fait venir un biologiste de la faune qui a conclu que les dégâts étaient compatibles avec l'activité d'un ours et que les empreintes étaient probablement des traces d'ours déformées par les conditions du sol ou peut-être truquées par une personne inconnue. Ils ne pouvaient pas expliquer les dégâts sur le toit, les pannes électroniques ou les jets de pierre coordonnés, mais ils n'avaient pas besoin de l'expliquer, car la conclusion officielle était que j'avais vécu une rencontre traumatisante avec un ou plusieurs ours noirs et que le stress et l'isolement m'avaient amené à mal interpréter ce que je voyais. L'évaluation médicale a été pire. J'ai rencontré une psychologue pendant 4 séances. Elle m'a posé des questions sur mes habitudes de sommeil, mon niveau de stress, et si j'avais eu des hallucinations ou des pensées paranoïaques. Je savais que tout ce que je dirais serait utilisé pour déterminer si j'étais apte au service. Je lui ai dit la vérité, que je faisais des cauchemars, que je ne pouvais plus dormir au rez-de-chaussée, que j'évitais les forêts quand je le pouvais et que je sursautais au bruit soudain, mais que je n'étais pas fou et que je savais ce que j'avais vu. Elle a tout noté, m'a diagnostiqué un syndrome de stress aigu
et a recommandé une thérapie continue et une affectation à des tâches plus légères. Mon superviseur m'a appelé en octobre et m'a offert un transfert dans le district de La Seine, à 3 heures au sud, avec plus de travail de bureau et moins de temps seul sur le terrain. Il l'a dit avec sympathie, comme s'il me faisait une faveur, et peut-être que c'était le cas, car l'alternative était probablement le licenciement. J'ai accepté le transfert. J'ai fait mes cartons. J'ai déménagé à Susanville et j'ai commencé à travailler dans la coordination de l'entretien des sentiers, ce qui signifiait que je supervisais des équipes, mais que je n'allais plus seul en pleine nature. Le journaliste du Reading Record Searchlight m'a interviewé une fois en novembre. Je ne sais pas comment il a eu vent de l'incident, mais il m'a appelé et m'a demandé si je voulais lui parler de ce qui s'était passé à Castle Creek. J'ai dit oui, parce que je pensais que peut-être quelqu'un me croirait si je pouvais raconter mon histoire publiquement. Nous nous sommes rencontrés dans un café, j'ai passé 1 heure à tout lui raconter. Il a enregistré toute la conversation et a pris des photos des cicatrices sur mon mollet, là où quelque chose m'avait attrapé et tiré. Et je me suis dit, enfin, ça y est, quelqu'un prend ça au sérieux. L'article est paru en page 9 de la section locale, sous un titre qui disait « Un agent forestier rapporte une étrange rencontre avec la faune ». 300 mots, pas de photo. Il mentionnait que j'avais vécu un incident avec une possible activité d'ours, que j'avais été transféré dans un autre district, et il incluait une seule citation de moi disant « Je sais ce que j'ai vu », et c'était tout. L'article était entouré de publicités et d'annonces locales et a disparu dans l'oubli en moins de 24 heures. Pas de suivi, pas d'enquête, rien. Je travaille toujours pour le service des forêts, mais je ne suis plus la même personne qu'avant le 14 septembre. Je dors au premier étage, je garde toutes les fenêtres verrouillées et je ne supporte pas l'odeur de chien mouillé ou de viande pourrie sans que mon rythme cardiaque s'accélère. Je ne vais plus seul dans les bois. Je ne travaille plus après la tombée de la nuit et j'évite complètement les Trinity Alpes. Les cicatrices sur mon mollet sont toujours visibles, 4 lignes parallèles parfaites. Et quand les gens me demandent, je leur dis que je suis tombé sur une clôture, parce que la vérité les met mal à l'aise. Et j'ai appris que la plupart des gens préfèrent vivre avec des mensonges confortables plutôt qu'avec des vérités dérangeantes. Je pense à ces créatures tous les jours. Je pense à l'intelligence que j'ai vue dans leurs yeux, à la façon dont elles communiquaient, à la façon dont elles testaient les défenses de la cabane, comme si elles résolvaient un problème. Je pense au fait qu'elles auraient pu me tuer à tout moment, mais qu'elles ont choisi de ne pas le faire. Et je ne sais pas si c'était par pitié, par ennui ou pour une autre raison que je ne peux pas comprendre. Je pense à toutes les autres personnes qui les ont vues et qui ont été ignorées, rejetées ou qualifiées d'instables. Et je me demande combien de rapports dorment dans des classeurs quelque part, prenant la poussière. Parfois, je rêve que je suis de retour à la station de Castle Creek, assis dans cette cabane, et je peux les entendre tourner à l'extérieur. Je peux sentir cette odeur, et je me réveille en sursaut. Je dois allumer toutes les lumières de mon appartement pour me convaincre que je suis en sécurité. Parfois, je passe en voiture devant la sortie pour la route de Castle Creek, et je pense à y retourner, à tout documenter correctement, à obtenir une preuve qui forcerait quelqu'un à me croire. Mais je ne le fais jamais, parce que je ne suis pas assez courageux, et parce qu'une partie de moi sait que même avec des preuves parfaites, la réponse officielle serait la même. Erreur d'identification, réaction au stress, canular. La vérité, c'est que quelque chose vit dans ces montagnes que nous ne comprenons pas et que nous ne voulons pas comprendre. Car le comprendre nous obligerait à reconnaître qu'il y a des choses là-dehors que nous ne pouvons ni contrôler, ni classer, ni prédire. La vérité, c'est que je suis entré dans ces bois en pensant savoir ce qui y avait sa place, et j'en suis sorti
en sachant que j'avais tout faux. La vérité, c'est que mes cicatrices sont réelles, mes souvenirs sont réels, et ce qui m'est arrivé était réel, même si personne ne le croit. Je suis assise ici, dans ce sous-sol d'église, à Eureka, et je viens de tout vous raconter. Je vois sur vos visages que certains d'entre vous me croient, d'autres non, et que certains se font encore une opinion. Ce n'est pas grave. Je sais comment ça sonne. Je sais à quel point ça semble impossible. Mais je sais aussi ce qui m'a attrapé la cheville le 14 septembre à 21h52 et m'a traîné sur 12 mètres en montée à travers les broussailles et les rochers avant de me laisser tomber comme si je n'étais rien. Et je sais que la main qui m'a attrapé avait 5 doigts, une paume et une poigne qui semblaient presque humaines, sauf pour la force qui n'était absolument pas humaine. J'ai encore les cicatrices. Elles sont roses, en relief, et forment 4 lignes parallèles, juste en dessous de mon genou, jusqu'à ma cheville. Elles me démangent parfois, surtout quand il fait froid ou quand je suis stressé. Les cicatrices sont une preuve, mais ce n'est pas le genre de preuve que quiconque veut, car elles exigent de croire en quelque chose que les gens ne sont pas prêts à croire. Alors je les garde couvertes, je fais mon travail de bureau, je dors au premier étage, et j'essaie de ne pas penser à ce qui pourrait se trouver d'autre là-dehors, dans les forêts, à nous observer, à attendre et à choisir de ne pas être vu. C'est mon témoignage. C'est ce qui s'est passé. Croyez-le ou non, mais je l'ai dit maintenant, et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le simple fait de le dire à voix haute à des gens qui pourraient te comprendre suffira à me laisser dormir cette nuit, sans rêver de ses yeux, me regardant à travers les vitres d'un pick-up ou de ses mains passant à travers des volets cassés. Peut-être qu'admettre que j'ai toujours peur est le premier pas pour ne plus avoir peur, bien que je ne le croie pas vraiment, car une peur aussi profonde ne disparaît pas comme ça. Le conseiller me remercie d'avoir partagé mon histoire et demande si quelqu'un a des questions. Je ne veux pas répondre aux questions, car j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Je me lève, j'attrape ma veste et je sors du sous-sol de l'église dans la nuit froide de novembre. Je monte dans ma voiture, je rentre à Susanville, je monte à mon appartement au premier étage, je verrouille chaque fenêtre et chaque porte, et je vérifie chaque pièce pour m'assurer que je suis seul. Je suis seul. Je suis toujours seul maintenant, d'une manière que je ne l'étais pas avant Castle Creek, parce que je sais ce que je sais et je ne peux pas l'ignorer. Et cette connaissance me sépare de tous ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai vu. Je me fais un thé, je m'assois à la table de ma cuisine et je regarde les cicatrices sur mon mollet sous la lumière du plafonnier. Je suis les lignes avec mon doigt et je me souviens de la sensation d'être traîné, de l'impuissance, de la façon dont le sol déchirait mes vêtements et ma peau, de la façon dont mes mains s'agrippaient aux racines et aux rochers sans trouver de prise, de la façon dont j'ai crié jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Et les cris n'avaient aucune importance, car il n'y avait personne pour les entendre, sauf la chose qui me traînait. Je me souviens du moment où elle m'a lâché. Comment elle a juste relâché ma cheville et je suis tombé contre un tronc d'arbre. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, debout, me regardant de haut, avec ses yeux qui reflétaient le faisceau de ma lampe frontale en 2 disques brillants. Je me souviens comment elle s'est retournée et s'est éloignée en montant la pente, sans se presser, sans regarder en arrière, comme si j'étais indigne de son attention. Je me souviens d'être redescendu en rampant jusqu'à la cabane. Je me souviens que ma cheville saignait. Je me souviens d'être resté assis à l'intérieur, le dos contre la porte. Et je me souviens du son de ses mouvements à l'extérieur, pendant encore 2 heures avant qu'elle ne parte enfin. Je me souviens de tout avec une clarté parfaite. Et j'aimerais que ce ne soit pas le cas, car les souvenirs ne s'estompent pas. Ils ne deviennent pas plus faciles,
et ils ne cessent pas de paraître réels. Peu importe combien de personnes me disent que j'ai dû me tromper. Les cicatrices prouvent que je ne me suis pas trompé. Les cicatrices prouvent que quelque chose m'a attrapé, m'a traîné, m'a marqué et m'a laissé partir. Mais les cicatrices ne sont pas le genre de preuve qui fait changer les esprits, qui ouvre des enquêtes ou qui fait que quiconque prend Bigfoot au sérieux, car les gens ont déjà décidé ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et 4 cicatrices parallèles sur le mollet d'un agent forestier ne l'emportent pas sur des décennies de préjugés culturels. Alors je vis avec. Je vis avec la connaissance, la peur et l'isolement. Je fais mon travail, je paie mes factures et j'essaie d'être normal, même si la normalité ressemble à une langue étrangère que j'ai oublié de parler. Je vais en thérapie 1 fois par semaine. Je prends les médicaments que le médecin m'a prescrits pour l'anxiété. Je dors avec une arme sous mon lit et une batte de baseball à côté de la table de nuit, et toutes les lumières de l'appartement allumées. Je me dis que je suis en sécurité ici, à Susanville, loin des Trinity Alps, et la plupart des nuits, je le crois même. Mais parfois, quand le vent se lève et que j'entends des branches gratter le bâtiment, je me fige, j'écoute, et j'attends le bruit de pas, ou l'odeur de chien mouillé et de viande pourrie. Parfois, je me réveille à 2 heures du matin, convaincu que quelque chose essaie d'ouvrir la fenêtre de ma chambre, et je dois me lever, vérifier, revérifier et vérifier encore avant de pouvoir me convaincre qu'il n'y a rien. Parfois, je suis en voiture. Je vois une forme sombre au bord de la route. Mon cœur s'arrête. Et je dois me garer, respirer et me rappeler que ce n'était qu'une ombre, une souche d'arbre ou n'importe quoi d'autre que ce qu'une partie de mon cerveau insiste que ça aurait pu être. Voilà à quoi ressemble la survie à une rencontre avec un Bigfoot. Ce n'est ni dramatique, ni cinématographique. C'est juste une peur qui ne s'en va pas, une hypervigilance qui ne s'éteint jamais, et la conscience que vous êtes passé très près de la mort, d'une manière qui aurait été classée comme un accident de randonnée, une attaque d'animal ou une disparition mystérieuse. C'est savoir que si ces choses m'avaient voulu mort, je le saurais, et personne ne saurait jamais ce qui s'est réellement passé, car les preuves seraient ambiguës, l'explication officielle serait commode, et mon histoire mourrait avec moi. Je suis l'un des chanceux, parce que j'ai survécu et que je peux raconter mon histoire, même si personne ne la croit. Je pense aux autres personnes qui n'ont pas eu cette chance, celles qui sont allées dans ces montagnes et ne sont jamais revenues, celles dont les restes ont été retrouvés des mois ou des années plus tard, éparpillés dans un bassin versant, avec attaque d'ours ou hâte d'exposition au froid comme cause de décès. Je pense à David Lee, qui a disparu de la région de Castle Creek en 2019 et dont le sac à dos a été retrouvé à 5 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, avec des marques de griffes qui ne correspondaient à aucun prédateur connu. Je pense à Michel Torres, qui a disparu des Trinity Alps en 2021 lors d'une randonnée en solitaire et n'a jamais été retrouvé malgré des semaines de recherche. Je pense à eux et je me demande s'ils ont vu ce que j'ai vu, s'ils ont essayé de courir et si courir n'a pas suffi. Les statistiques officielles des personnes disparues pour le comté de Trinity montrent 47 disparitions inexpliquées au cours des 15 dernières années dans les zones sauvages. 47 personnes qui sont entrées dans la forêt et n'en sont jamais sorties. Les explications sont toujours les mêmes. Se sont perdus, sont tombés, se sont noyés, ont été attaqués par des animaux, ont succombé au froid. Peut-être que certaines de ces explications sont vraies. Peut-être que la plupart d'entre elles sont vraies. Mais je sais ce qu'il y a là-dehors. Je sais de quoi c'est capable. Et je me demande combien de ces 47 personnes sont mortes parce qu'elles ont rencontré quelque chose qui n'est pas censé exister. Je n'ai pas de réponse. J'ai des cicatrices
des souvenirs et une peur qui ne me quitte pas, une carrière qui a été définitivement modifiée et une vie qui se divise nettement en avant Castle Creek et après Castle Creek. J'ai un dossier dans mon appartement avec toute ma documentation sur l'incident. Photos des traces, photos des dégâts de la cabane, copie de mes déclarations, l'évaluation médicale, le rapport d'enquête officiel, l'article de journal. Je le garde dans un coffre-fort ignifuge parce que c'est la seule preuve que j'ai que tout cela s'est produit et parce qu'un jour, quelqu'un pourrait me croire et avoir besoin de voir les preuves. Parfois, je pense à y retourner. Pas à Castle Creek spécifiquement, mais retourner sur le terrain, dans la nature. Refaire le travail que j'aimais avant que tout ne change. J'y pense, puis je me souviens de la sensation d'être traîné, du son de ses vocalisations et de l'intelligence dans ses yeux. Et je sais que je ne peux pas le faire. Les montagnes ne sont plus sûres pour moi, non pas à cause des ours, de la météo ou du terrain, mais parce que je sais ce qui y vit d'autre, et je ne peux pas l'ignorer. Le service des forêts m'a proposé une retraite anticipée le mois dernier. Ils l'ont formulée comme une option, pas une obligation. Mais je sais ce que c'est vraiment. Ils veulent que je parte, parce que je suis un risque et un rappel d'un incident qu'ils préféreraient oublier. Ils offrent un package décent, et je pense à l'accepter, parce que je suis fatigué de prétendre que tout va bien. Et je suis fatigué de faire un travail qui m'oblige à être dans les forêts, alors que les forêts sont exactement là où je ne peux pas être. Si je prends ma retraite, je ne sais pas ce que je ferai de moi-même. La conservation et la gestion de la nature, c'est tout ce que j'ai toujours connu et tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et cela m'a été enlevé par quelque chose qui ne devrait pas exister selon toutes les sources officielles. C'est la partie qui me met en colère, pas la peur ou le traumatisme, mais le fait que ma carrière a pris fin parce que j'ai rencontré quelque chose de réel et que personne ne croit que c'est réel. Et il n'y a rien que je puisse faire pour le prouver. Les cicatrices s'estompent. Donnez-leur encore un an et elles seront à peine visibles. Juste de légères lignes que vous ne remarqueriez que si vous les cherchiez. La preuve physique de ce qui s'est passé est en train de disparaître, et une fois qu'elle aura disparu, tout ce qu'il me restera, c'est l'histoire. Et les histoires sans preuve ne sont que des histoires. Dans 10 ans, les gens me demanderont pourquoi j'ai quitté le service des forêts si jeune. Et je dirai que j'ai fait un burn-out, que je voulais du changement, ou que j'avais besoin d'essayer quelque chose de différent. Et ils l'accepteront parce que c'est normal et explicable, et que ça ne les oblige pas à reconsidérer ce qui est possible. Mais je connaîtrai la vérité. Je saurai que je suis parti parce que quelque chose de 2,60 m, avec des poils brun roux et des yeux intelligents, m'a attrapé la cheville à 21h52 le 14 septembre, et m'a traîné sur 12 mètres en montée, et m'a marqué pour toujours. Je saurai que pendant 4 nuits, j'ai vécu dans la terreur, pendant que des créatures, qui ne sont pas censées exister, tournaient autour de ma cabane, testaient mes défenses, et jouaient avec moi, comme un chat joue avec une souris. Je saurai que j'ai survécu à quelque chose dont la plupart des gens ne survivent pas, et que survivre a son propre coût. La conseillère m'a appelé hier et m'a demandé si je serais prêt à partager mon histoire lors d'une conférence sur les traumatismes en milieu sauvage. Elle a dit qu'il y aurait d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires, des gens qui ont vu des choses dans la forêt qu'ils ne peuvent pas expliquer, des gens qui ont été ignorés, discrédités, et à qui on a dit qu'ils se trompaient. Elle a dit que cela pourrait aider de se connecter avec d'autres qui comprennent. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais je ne pense pas que je le ferai, car en parler ne rend pas les choses meilleures, et être entouré d'autres personnes traumatisées ne me rend pas moins traumatisé. Ce qui rendrait les choses meilleures, c'est une preuve,
Une preuve claire, indéniable, photographique ou vidéo, qui forcerait la communauté scientifique, le gouvernement et tout le monde à reconnaître que ces choses existent. Mais je n'ai pas cette preuve, et je ne l'aurai jamais, car chaque équipement que j'avais est tombé en panne au moment critique. Et cette panne n'était probablement pas une coïncidence. Je pense à la façon dont la batterie de mon téléphone s'est vidée, dont mon appareil photo est mort, dont ma radio est devenue silencieuse et dont mon pick-up n'a pas voulu démarrer. Et je me demande s'il y a quelque chose chez ces créatures qui perturbe l'électronique ou si elles sont assez intelligentes pour cibler délibérément notre technologie. Je ne le saurai jamais, parce que personne ne l'étudie et personne ne l'étudiera, car officiellement, ces créatures n'existent pas. Alors je suis assis ici, dans mon appartement au premier étage à Susanville. Je bois mon thé, je regarde mes cicatrices et j'essaie d'accepter que c'est ma vie maintenant. Plus de travail en pleine nature, plus d'inspection en solo, plus de nuits dans des cabanes du service des forêts à écouter les chouettes et à regarder les étoiles. Juste du travail de bureau, de la thérapie, des médicaments, des cauchemars, et la conscience que j'ai vu quelque chose de réel et que personne ne me croit. Les cicatrices prouvent que c'est arrivé, mais les cicatrices guérissent, s'estompent et finissent par disparaître. Les souvenirs prouvent que c'est arrivé, mais les souvenirs ne sont pas fiables, sujets au doute et impossibles à partager. La vérité est piégée en moi, elle me ronge de l'intérieur, et il n'y a rien que je puisse faire, sauf continuer à raconter l'histoire et espérer qu'un jour, quelqu'un écoutera, quelqu'un croira, quelqu'un la prendra assez au sérieux pour enquêter correctement. Mais je ne retiens pas mon souffle, car je sais comment le monde fonctionne. Je sais que les mensonges confortables l'emportent sur les vérités inconfortables à chaque fois. Je sais que les gens préféreraient croire que j'ai eu une crise de panique ou que j'ai mal identifié un ours plutôt que d'accepter qu'il y a des super prédateurs vivant dans les forêts américaines que nous ne comprenons pas et ne pouvons pas contrôler. Je sais que mes cicatrices, mon histoire et ma carrière ruinée ne feront changer d'avis personne, car les esprits sont déjà faits. Alors voilà, c'est mon témoignage. C'est ce qui s'est passé quand j'ai passé 4 jours et 4 nuits à la station de recherche de Castle Creek en septembre 2023. J'y suis entré en tant qu'agent forestier confiant et expérimenté qui pensait connaître son territoire. Et j'en suis sorti brisé, effrayé et marqué de cicatrices qui s'estomperont mais ne disparaîtront jamais complètement. J'ai survécu à quelque chose qui n'aurait pas dû me laisser survivre, et je ne sais pas pourquoi. Sauf peut-être que je ne valais pas la peine d'être tué, ou peut-être que c'était un jeu à plus long terme que je ne comprends pas. Je suis en vie, et c'est censé être suffisant. Mais ça ne me semble pas suffisant, quand être en vie signifie être effrayé, hyper vigilant et incapable de faire le travail que j'aime. Je suis en vie. J'ai des cicatrices pour prouver ce qui s'est passé. J'ai une histoire que personne ne croit. Et j'ai un avenir qui ne ressemble en rien à l'avenir que j'avais prévu. Voilà à quoi ressemble une rencontre avec un Bigfoot quand on y survit. Voilà ce que ça coûte. Voilà ce que j'ai perdu. Et chaque jour, je regrette de ne pas m'être porté malade, ce lundi-là, d'être resté à la maison et d'avoir laissé quelqu'un d'autre faire l'inspection de Castle Creek. Car alors, je serai toujours la personne que j'étais avant d'apprendre ce qu'il y a vraiment là-dehors, dans l'obscurité entre les arbres.